C'était un jour de grande nostalgie. Si vous aimez ces courses de Grand Prix, alors c'est à Silverstone que vous auriez pu voir cette course historique qui s'est déroulée en juillet 90. Tout a commencé en 1950, au tout début de ce championnat. Nous allons vous faire revivre toutes ces courses de champions qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires. It's a royal occasion when Silverstone is chosen for the 1950 European Grand Prix. Moreover, this year, for the C'est le first circuit time, de Silverstone en Angleterre qui a été choisi en 1950 pour ce Grand Prix européen. Et pour la première fois cette année-là, on a vu naître le premier championnat du monde des pilotes. On a alors décidé qu'il y aurait 6 courses pour ce championnat. just a few miles Et from voici the la end, première. comes an unexpected stroke of bad luck. An oil À mine quelques kilomètres de l'arrivée, la voiture de Fangio tombe en panne. Farina starts the competition for world Pas de championship chance with pour a le healthy Brésilien. points. Finalement, c'est l'Italien Farina qui remporte ce premier championnat du monde des pilotes avec un total de 30 points. Cette année-là n'était pas encore l'année de Fangio, mais patience. L'année suivante, pour le Grand Prix d'Angleterre de 1951, Ferrari devenait une véritable menace pour Alfa Romeo. Dans le 10e tour, Fangio, sur son Alfa numéro 2, avait pris la tête de la course devant la Ferrari numéro 12 de González. Fangio ne pouvait plus se défaire de son compatriote qui le connaît vraiment à la roue. Au 38e tour, la Ferrari reprit la tête et y resta. Cependant, ce fut Juan Manuel Fangio qui remporta le titre cette année-là. En 1952, ce fut au tour de l'Italien Ascari qui gagna chaque Grand Prix. En 1953, dans le Grand Prix d'Italie, Ferrari et Maserati vont pouvoir montrer leur performance sur le circuit de Monza, avec Ascari et Farina sur Ferrari et Fangio et Menima sur Maserati. Malheureusement pour Menima, un incident mécanique l'oblige à s'arrêter à son stand, tandis que Ascari, Farina et Fangio continuent la course sur ce difficile circuit de Monza. Finalement, Manolo Fangio remporte son premier Grand Prix de l'année, devançant l'Italien Farina de 1 seconde 4. Malgré cette victoire de Fangio à Monza, c'est l'Italien Ascari qui sera couronné champion du monde des pilotes pour l'année 1953. En 1954, c'est l'occasion de courir en Formule 1 pour Mercedes-Benz. Mais en Italie, Ferrari peut s'attendre à une course très serrée. Ascari était en tête lors de ce Grand Prix d'Italie lorsque le moteur de sa Ferrari explosa, laissant Sterling Moss prendre la première place sur sa Maserati numéro 28. Mais victime à son tour d'une avarie de moteur, Moss est stoppé en pleine course et c'est Fangio sur Mercedes qui remportera son second titre de champion du monde. L'équipe Mercedes, on le comprend, avait de très bonnes raisons de vouloir beaucoup pour 1955, mais elle avait aussi besoin d'un second pilote. J'étais en train de m'essuyer le visage avec un chiffon quand cet Allemand est venu vers moi, claquant des talons en me saluant, avec un bol d'eau chaude et un savon à la main, une serviette sur le bras. C'était très surprenant et mon Dieu, j'ai pensé qu'ils étaient très efficaces chez Mercedes. Dans ce Grand Prix d'Angleterre en 1955, pour lequel le pilote italien Ascari se tua aux essais, les Mercedes de Sterling Moss et de Fangio étaient imbattables. Un pilote anglais prend la tête et gagne le Grand Prix d'Angleterre à bord d'une voiture allemande. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'étais en tête de course avec une bonne avance. Non, vraiment. Fangio était juste derrière, nous arrivions dans le dernier tournant, la ligne d'arrivée était à 200 ou 300 mètres environ. J'étais en seconde, je crois, ouais, c'est ça. Et j'ai mis le pied au plancher, puis je me suis rangé sur le côté droit, et Fangio est passé en me faisant un signe de la main. S'il avait eu 50 chevaux de plus, qu'est-ce que cela aurait fait? C'était un geste sympathique de sa part. Ils passent devant les tribunes presque ensemble, c'est tout comme, et ils vont faire leur tour d'honneur maintenant. Quand je lui ai reparlé de ce moment en lui disant « Au fond, tu es resté derrière moi parce que c'était le Grand Prix d'Angleterre. » Non, 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 non. Il disait « Tu étais en forme ce jour-là. C'était ta course. » Mon problème avec Fangio, en fait, je sentais bien qu'il était le meilleur, le plus rapide. En regardant bien, il l'était.
Dans la course suivante, à Monza pour le Grand Prix d'Italie, Moss termine deuxième derrière Fangio qui devient encore champion du monde. Et c'est la fin de la compétition pour Mercedes à la fin de l'année 1955. En 1958, Fangio courut pour Ferrari et remporta le titre, suivi de Stirling Moss, Collins, Berra et Flaherty. En 1957, on retrouve Fangio sur une Maserati pour le Grand Prix d'Angleterre. Et c'est encore Stirling Moss qui prend la relève. Maintenant, c'est Stirling Moss qui retourne dans la course. Le Français Berra est actuellement en tête, talonné par Moss qui dépasse un par un tous ses adversaires et prend de nouveau la tête de la course après avoir flirté 4 fois avec le record du monde. À son stand, son plein est fait en 27 secondes et le pilote fait son plein aussi avant de reprendre la course. Et voici le dernier tour pour Stirling Moss qui remporte la victoire à une vitesse moyenne de 137 km/h. La voix de Murray Walker est devenue synonyme de ses courses de Grand Prix. En effet, qui mieux que lui, qui a consacré toute sa vie à l'organisation de la plupart des courses, pouvait témoigner des plus belles courses de cette décennie. Pour moi, la plus belle course était en 1957. Dans ce Grand Prix d'Allemagne. Pourquoi? Non parce que c'était en Allemagne, mais plus spécialement parce que le pilote qui l'a dominé, qui la voulait d'une façon unique, était Juan Manolo Fangio. La plus grande course de Fangio commença quand il s'arrêta à son stand pour changer ses pneus et faire le plein. Au moment précis où sa voiture était prête à redémarrer, il y a eu des cris dans la foule au-dessus des stands. Ils criaient tous « Fangio, Fangio !» Et lui, calmement, reprit le volant comme s'il voulait dire « Je leur ai donné assez de temps maintenant ». Encore 10 tours à parcourir avec 45 secondes à rattraper, Fangio commença là la course de sa vie. C'est vrai, je crois que cette course en 1957 fut pour moi la plus grande. Je n'ai jamais été un pilote spectaculaire. Mais ce jour-là, dans cette occasion particulière, nous avions chronométré mes arrêts au stand. Ainsi, aux 30 secondes que je perdais, il fallait rajouter 48 secondes de plus pour attraper Collins et Hawthorne, qui étaient passés devant le stand. De retour sur la piste, je ne pensais pas que je pouvais les rattraper. Ma technique était de passer une vitesse plus grande que la normale pour atteindre le plus rapidement possible le virage. J'avais de plus un avantage. Collins et Hawthorne ne pensaient pas que j'allais les rattraper. En les voyant, je savais que tout était possible. Fantastique Fangio qui passe le pilote anglais Collins à l'intérieur de la piste et à un tour et demi de l'arrivée, il mène la course dans laquelle il a battu 10 fois le record du tour sur les 22 tours, le réduisant de 9 minutes 37 secondes à 9 minutes 17 secondes, ce qui prouve que Fangio est sans nul doute le plus grand pilote que le monde ait jamais connu. Fantastique victoire de Fangio en vérité. Ce fut sa dernière course, avant qu'il ne se retire. Sacré 5 fois champion du monde des pilotes. Dans le Grand Prix de Casablanca en 1958, le championnat se dispute entre Moss sur Van Hal et Hawthorne sur Ferrari. Je me rappelle que cette année-là, il y avait une énorme campagne de presse. C'est vrai qu'il y avait 2 pilotes anglais dans le départ. Tout le monde voulait savoir qui gagnerait le prix entre les 2 pilotes de même nationalité. Et la presse était vraiment très excitée. Mais pour nous, coureurs, nous étions beaucoup plus sereins. Hawthorne avait toutes ses chances. Il lui suffisait seulement de finir la course en 2e position pour avoir le titre. Moss, le numéro 8, prit la tête dès le départ, tandis que son coéquipier Brooks tenait la tête à Hawthorne aussi longtemps qu'il le pouvait. Quant à Stewart Bruce Evans, sur Van Hal numéro 12, son moteur lâcha. La voiture quitta la route et prit feu. Bruce Evans mourut tragiquement de ses brûlures. Plus tard, dans la course, Phil Hill abandonna la 2e place à Hawthorne, qui prit le titre avec une seule victoire comparée aux 4 de Moss. Non, je ne buvais pas. J'avais été mis à rude épreuve et je ne sortais pas avec les filles, aussi sérieusement qu'auparavant. Et je l'avais pris vraiment sérieusement. Je me disais, bon, maintenant, je vais mettre toutes mes forces pour cette course, et c'est Mike Hawthorne qui l'a eu. Je pensais en moi-même que ce n'était pas juste, qu'il n'y avait pas de justice, quoi. Et je me souviens avoir été un peu amer.
Malheureusement, ironie du sort, Mike Hawthorne, qui avait décroché le titre de champion du monde pour l'année 1958, est mort quelques mois plus tard dans un tragique accident de la route. Malgré la mort de Louis Evans, Sterling Moss continuait de courir. En 1959, de nouveaux pilotes faisaient leur entrée pour ce Grand Prix des États-Unis. Sterling Moss, lui, courait sur Cooper pour cette dernière course de l'année et aussi pour le titre de champion du monde. Au bout du troisième tour, Moss prend 5 secondes d'avance avec les deux Cooper. Brabham et McLaren sont toujours là. Maintenant, le classement a changé. Jack Brabham est en tête, suivi de McLaren. Que se passe-t-il pour Moss? La Cooper numéro 7 de Sterling Moss est déjà hors course. En cassant sa transmission, ses espoirs pour le titre s'envolent. Maintenant, Brabham tient la victoire entre ses mains. McLaren est second, Brabham est imbattable actuellement. Le chef de l'équipe Cooper souhaite la bienvenue à son pilote. Il y a quelque chose qui cloche, c'est la voiture de McLaren, la numéro 9 qui vient de franchir la ligne d'arrivée. C'est la consternation dans le stand Cooper. Brabham devait être le premier. Le voici, Jack Brabham, en panne d'essence, qui pousse sa voiture jusqu'à la ligne d'arrivée pour gagner son titre de champion du monde. Oui, c'est vrai, j'ai dû pousser ma voiture jusqu'à la ligne d'arrivée, alors que j'avais mené la course jusqu'à 500 ou 600 mètres de l'arrivée. Comme j'étais en panne d'essence, j'ai poussé tout seul ma voiture, dans les derniers mètres, sinon je perdais mon titre mondial. Durant ces 2 années 1959-1960, Jack Brabham sur Cooper prit le titre de champion du monde. À partir de ce moment-là, la place des pilotes se trouve devant le moteur. Devinez où nous sommes? Eh bien, dans la principauté de Monte-Carlo, où se déroule, comme chaque année, l'une des courses les plus attendues du championnat. Ici, on attend surtout la performance de Sterling Moss, qui doit sans aucun doute faire une de ses meilleures courses. La Ferrari de Phil Hill avait une puissance supérieure sur la Lotus de Sterling Moss dans les premiers kilomètres. Sterling n'était pas là. Je m'étais dit, bon, je vais vraiment essayer. Ça a été un peu mieux, c'est monté jusqu'à 6 secondes, puis c'est redescendu à 4 secondes, 3, etc. Mais après le départ donné, j'ai réalisé que je ne pouvais pas le faire. Alors bon, je me suis dit qu'il fallait que je continue. Vous savez, j'étais convaincu qu'il jouait avec moi parce que d'abord, il y a eu une voiture, puis une seconde, c'est monté à 6 secondes, redescendu à 4, et de nouveau c'est remonté un peu. Et vous savez, je ne comprenais absolument pas les signes qu'il me faisait. Tout ce que je peux dire maintenant, avec le recul du temps, c'est que je ne savais réellement pas ce qu'ils essayaient de faire. Si j'avais compris ce qu'ils tentaient, j'aurais été un peu plus vite. Mais ce n'était pas le cas. Et j'ai continué jusqu'à la fin. La seule chose que je retiens est que vous pouvez réussir n'importe quoi avec une voiture. Une ligne droite, un tournant dangereux, doublé, etc. Mais vous ne pouvez pas jouer avec l'élément humain, qui est une des choses les plus importantes de notre sport. Cette année 1961 était essentiellement l'année de Ferrari. En France, l'Italie envoyait Carlo Bugatti pour le premier Grand Prix de l'année. À Monza, la même année, ce fut l'accident tragique, lorsque la Ferrari de Werner von Trips accrocha la Lotus de Jim Clark au 2e tour. Von Trips a trouvé la mort ainsi que 11 spectateurs qui se trouvaient sur les bas-côtés. Phil Hill, qui dominait nettement la course, remporta le Grand Prix. Phil Hill ne savait pas encore qu'il était aussi couronné pour le championnat du monde des pilotes pour l'année 1961. Il ne gagna jamais un autre championnat du monde. Il y avait un autre Hill, Graham Hill, qui prit le titre en 1962 en courant sur BRM. L'année suivante, il était constamment aux côtés de Jim Clark, qui dominait la Formule 1, en totalisant 7 victoires en route pour le premier de ces 2 championnats. En 1964, un autre Anglais se battait pour le titre. C'était John Surtees, sur Ferrari. Mais dans le prix de Belgique à Francorchamps, les cartes tombèrent pour Jimmy Clark. Dans les premiers tours, Guény et Surtees devancèrent la Lotus de Clark numéro 23. Mais la Ferrari était bientôt hors course, laissant la Brabham de Guény seule en tête.
Clark lui-même avait besoin de s'arrêter à son stand. À son tour, Don Genny devait stopper, étant à court d'essence. Hill et Bruce McLaren s'arrêtèrent à leur tour, ayant les mêmes problèmes, et Clark les passa tous les deux. Dans le dernier tour, Genny tomba en panne sèche, laissant passer Jimmy Clark. Mais dans la descente, Clark aussi tomba en panne sèche. Et ce fut l'une de ses victoires les plus malchanceuses de sa carrière. C'est John Surtees qui prit le titre en fin de saison, avec une première place en Italie et une seconde aux États-Unis. Et une victoire à la fin de décembre à Mexico. Graham Hill gagna au point devant Clark et Surtees. Ce que voulait Hill, par-dessus tout, c'était de bien finir la course et surtout sans problème pour ce Grand Prix de Mexico. Clark est en tête. Don Genny est derrière. Mais Graham Hill est dans son stand. Oui, j'ai vu de la fumée derrière moi, beaucoup de fumée qui s'échappait des pneus et des choses volaient dans les airs. Et vraiment, j'ai pensé qu'il y avait eu un accident grave. Mais en fait, rien n'était arrivé. La BRM de Hill était endommagée et sans espoir de continuer la course. Vers la fin de la course, Lorenzo Bandini laissa passer Surtees. Malgré cela, on pensait que Jim Clark était assuré de gagner le championnat, du moins jusqu'au dernier tour. Quelle surprise de voir Genny sur Brabham remporter cette victoire et John Surtees arracher le titre. Ainsi, ce fut Surtees qui remporta le titre. Mais l'année suivante, Jim Clark prit sa revanche et ce fut son deuxième titre en 3 ans. Jim était un homme merveilleux, un ami très cher et un coureur fantastique. Aucun pilote n'avait sa douceur, sa précision pour conduire. Calculant le moindre risque, je crois qu'il conduisait d'une façon complètement instinctive. Jacques Brabham remporta le titre en 1966. Il fut le premier pilote à gagner une course avec une voiture de sa construction. Et une Brabham gagna aussi l'année suivante. En 1967, j'ai gagné le championnat et avec la boîte de vitesse que j'avais eue, il aurait probablement gagné à ma place. Mais il voulait toujours essayer quelque chose de nouveau, comme les arbres à cames, les amortisseurs. Et parfois ça cassait et il restait en plan. Moi, j'avais le bon vieux truc. Mais ça marchait. Nous étions tous là à l'arrivée. Mais à l'arrivée, il faudra aussi compter avec le nouveau moteur Ford DFP dessiné par Keith Stockworth. Voilà, nous avons fabriqué un superbe bloc moteur. Ce qui me reste à faire, c'est de percer ces deux marques ici. Ensuite, on pourra le monter et l'essayer. Jim Clark, sur sa Lotus 49, voulait le nouveau moteur DFP. Il l'essaya dans le Grand Prix de Hollande. D'abord, la sûreté de ce prototype était suspecte. Puis le moteur DFP était l'avenir. Dans le Prix d'Italie en 1967, au moment où la course a débuté, il y avait eu une terrible bagarre entre Jim Clark, Graham Hill et Danny Ham. Mais alors qu'ils effectuaient le 13e tour, Jim Clark décide de changer ses pneus. C'était fini. À partir de ce moment, Clark était hors course. En tout cas, c'est ce que j'en avais déduit. 7e au 34e tour, 5e au 47e tour. Au 53e tour, Clark est 4e. John Surtees pilote une nouvelle Honda et Chris Amon est sur sa Ferrari neuve. Qui est en tête maintenant? C'est Graham Hill. Oui, c'est Graham Hill. Maintenant, on aperçoit de la fumée à l'arrière d'une voiture. On se demande quel coureur a ces problèmes. Je pense que c'est Graham Hill. La voiture avance à faible vitesse vers son stand. Jim Clark pourrait bien gagner cette course maintenant. Jack Brabham est en tête maintenant avec 29 secondes d'avance sur John Surtees sur Honda. Jim Clark est tout près maintenant de Surtees et il passe la Honda. And he's passed the Honda into second place. And by Jove, he's going to take the lead on this lap.
Il est en deuxième position, Jim Clark. Il est incroyable, ce coureur. Jim Clark est en train maintenant de remonter petit à petit derrière l'Australien Jack Brabham. Il va prendre la tête. Jim Clark going through the south curve, throwing up the dust, and it's Jack Brabham in second place. And they've both pulled clear of the Honda. It's Jim Clark in the lead. As they come up to the completion of the 61st lap. C'est fait. Jim Clark vient de passer Jack Brabham. Il est en tête. C'est le classement au 61e tour. Third with the Honda. And the Honda is in second place. It's John Surtees in the Honda in second place. Jack Brabham third. Jim Clark, premier, et la Honda de Surtees vient juste de passer Jack Brabham. Surtees, deuxième, Jack Brabham, troisième. Et c'est le 65e tour. Il y a encore 3 tours à faire. La Honda toujours en deuxième position, Jack Brabham toujours derrière Surtees. C'est la lutte entre ces 3 coureurs pour les derniers tours. Et c'est la Honda qui est en tête. Et Jim Clark est troisième. John Surtees, premier. Jack Brabham, deuxième. Et Jim Clark en troisième position. John Surtees, dans sa voiture blanche, et la voiture de Jack Brabham n'arrêtent pas de zigzaguer dans cette ligne droite. Et elle passe la Honda de Surtees. Jack Brabham est déporté dans ce virage. John Surtees en profite pour prendre ce virage à la corde. Et de nouveau, c'est la Honda de John Surtees qui est en tête. Dans la dernière ligne droite, Jack Brabham tente une dernière fois de passer John Surtees. Et c'est d'une demi-longueur d'avance seulement que John Surtees remporte ce Grand Prix d'Italie. Cette ouverture à l'intérieur de ce dernier grand virage était vraiment trop tentante. Je crois que si j'avais été dans cette situation, j'aurais été vraiment tenté de le faire. Dans cette ligne droite, j'aurais pu le passer. Mais il y avait de l'huile à l'intérieur de la piste, ce qui a déséquilibré ma voiture. Et il était trop tard pour faire autre chose. J'ai été déporté dans ce virage sans pouvoir ralentir assez. Et c'est à ce moment que John Surtees en a profité. Il était juste derrière moi. Et il était le premier dans la dernière ligne droite. Et il m'a eu d'une demi-longueur sur la ligne. C'est avec tristesse que le monde du sport automobile apprenait la mort de Jim Clark en avril 1968 sur le circuit d'Hockenheim. La nouvelle de sa mort était comme cette bombe atomique lancée après la Deuxième Guerre mondiale. On ne pouvait pas y croire. C'était pratiquement impossible. Le chagrin était trop dur et trop accablant. C'est là que j'ai commencé à me dire que ce sport était vraiment quelque chose de dangereux. À Hockenheim encore, Jackie Stewart allait courir par un temps épouvantable et allait gagner la course de sa vie. Pourquoi devrais-je faire cette course? Je ne veux pas planter la voiture. On ne voit même plus la piste. C'est justement pour cela que tu dois y aller, m'a-t-il dit. Tu dois aller voir où sont les bords de la piste. Et il avait raison. Jackie ne voulait pas courir. J'ai insisté pour qu'il fasse cette course. Je lui ai dit, si tu veux devenir pilote, alors vas-y. Je n'aimais pas beaucoup ça. C'est ainsi que Jackie Stewart prit le départ en ce mois d'août 1968 au Grand Prix d'Allemagne, sur ce circuit invisible d'Hockenheim où Jim Clark avait trouvé la mort en avril dernier. Je pense qu'à la fin du premier tour, j'étais en tête de course, ou deuxième. Pour moi, c'était vraiment la course la plus particulière. Il y avait du brouillard partout, donc aucune visibilité. Nous étions tous sous une pression terrible, car à tout moment, il fallait réagir très vite. J'ai fini cette course en tête. Pour moi, c'était vraiment ma meilleure performance de coureur automobile, vu les circonstances. Après la performance de Stewart, Graham Hill courut sur Lotus comme le tant regretté Jim Clark et gagna le titre pour l'année 1968. Cette année-là, à Monza, j'ai pour ainsi dire passé tout mon week-end à visionner la fin de la course dans le dernier tour.
Comme les équipes sont installées dans la ligne droite avec la ligne d'arrivée, j'avais fait un arrangement avec Jackie Webb. Cela consistait à présenter à Jackie Stewart des panneaux de décompte dans les 5 derniers tours. Au quart, à la moitié, aux 3 quarts de cette dernière ligne droite. Ainsi, quand Jackie Stewart passait, nous lui présentions le décompte 5e tour, au quart de la distance, alors qu'il était premier sans qu'il ait eu l'impression de faire 20 mètres de plus. Au 4e tour, le décompte lui était présenté à la moitié de la distance, et ainsi de suite jusqu'au dernier tour où Stewart pensait qu'il devait foncer beaucoup plus loin, alors qu'une soixantaine de mètres avant, il avait déjà passé la ligne d'arrivée. Je suis sûr que cela l'a aidé à gagner. Voici la fin de la course sur ce circuit de Monza, où les 4 voitures de tête sont maintenant dans le dernier tour, pratiquement ensemble, avec des pointes de vitesse de 300 km/h. Et Beltoise s'est dégagé brusquement du groupe pour passer devant Jackie Stewart et McLaren. Jean-Pierre Beltoise, numéro 22, est en tête. Les voici tous les 4 ensemble. Beltoise en tête. Non, maintenant c'est Jackie Stewart. Je crois, incroyable fin de course. Ils vont arriver ensemble sur la ligne d'arrivée. Non, c'est Jackie Stewart, le numéro 1. Beltoise, 2e, 3e McLaren. Oui, c'est vrai, aucun pilote encore n'avait eu une telle fin à l'arrivée d'un Grand Prix. Et Jackie Stewart gagna le titre pour l'année 1969. À Monaco, en 1970, voici ce qui arriva à Jack Brabham dans le dernier tournant du dernier tour de la course. J'étais en panne d'essence, juste avant le dernier virage. Il fallait que je prenne une décision rapide. Mais j'ai pris la mauvaise. Celle de me mettre à l'intérieur au lieu de l'extérieur. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Cette année-là, Rins se tua sur le circuit de Monza pour le Grand Prix d'Italie. George Rindt était vraiment comme un tigre au volant. Il voulait courir encore un championnat pour ensuite prendre sa retraite. Il aimait ce sport. Il l'adorait. Mais peut-être que ce sport ne l'aimait pas. C'est pas facile de terminer Monza quand on choisit les meilleures courses sachant que vous recherchez les moments les plus excitants, les plus compétitifs. À Monza, c'est toujours comme ça. Non, pas toujours, malheureusement. En 71, j'ai choisi le Prix d'Italie à Monza. C'était les 3 litres Formule 1. Il y avait BRM, Ferrari, Brabham, Lotus, et toutes ces écuries menaient la course à tour de rôle. D'abord, c'était le Suisse Siffer qui menait, puis François Sever, et ensuite Ronnie Peterson. Et quand le drapeau s'est abaissé pour la fin de la course, c'était Peter Gassard qui pilotait une BRM qui remporta la course. C'était le premier Grand Prix de sa carrière, et il a devancé les plus grands comme Peterson, Sever et Mike Wood. Peter Gassard a fait des pointes, si je me souviens bien, jusqu'à 300 km/h. Et cela reste encore la course la plus rapide. C'était un Grand Prix absolument fantastique. Just under 151 miles an hour, and that's still the fastest Grand Prix of all time. It was an incredible race. Et là, Stewart remporta son 2e titre de champion du monde. Titre qu'il perdait en 1972 au profit du Brésilien Emerson Fittipaldi sur Lotus. Fittipaldi n'était pas un pilote très rapide, mais il finissait toujours ses courses avec prudence, surtout que nos voitures n'étaient pas très fiables à certains moments. En début de chaque course, il démarrait entre la 5e et la 6e place, et à la fin, il se trouvait en tête, 2e ou 3e. Il n'avait pas beaucoup de propositions, mais il était toujours bien placé et accumulait des points pour ses championnats. Nous sommes dans le Grand Prix d'Angleterre et Johnny Scheckter a percuté le mur et la voiture de François Sever. Johnny Scheckter a été percuté à son tour et c'est un dangereux carambolage maintenant, quelques secondes après le départ. Il y avait la sélection des pneus. Nous avions les nouveaux pneus, plus larges, de différentes tailles. C'était entièrement nouveau. Quand j'ai pris le départ, j'ai percuté le mur.
Qu'est-ce que je peux dire de plus? La seule chose dont je me souvienne, c'est que le chef d'équipe me retenait pendant que Surtees essayait de m'attaquer. C'est la seule chose dont je puisse me rappeler sur l'accident. Jackie Stewart et Ronnie Peterson furent la seule attraction de cette course. Le duel a commencé entre Jackie Stewart et Ronnie Peterson. La voiture de Stewart se rapproche de plus en plus de celle de Peterson. Stewart fonce dans cette ligne droite, il va prendre l'intérieur du virage pour passer Peterson qui se jette tout de suite devant lui. Stewart sort de la piste. Le voici qui glisse à nouveau. Cette fois, il finit la course dans un champ de blé. Le coéquipier de Jackie Stewart, François Sever, trouva la mort lors des essais pour la dernière course de l'année. Jackie Stewart se retira de la compétition après avoir remporté le titre. En 5 ans, il en a ainsi remporté 3. En 1974, Fittipaldi sur McLaren empoche le titre avec Ferrari pour principal adversaire. En 1975, Niki Lauda, avec son coéquipier Luca, allait décrocher son premier titre. Niki et Luca formaient une équipe efficace, mais Luca était plus un administrateur qu'un pilote de course. Et quand Niki lui disait ce qu'il fallait faire, Luca obéissait et le faisait. Niki Lauda gagna le titre en 1975 avec 20 points d'avance sur Fittipaldi. La même année, Graham Hill, un de nos plus grands champions, trouva la mort dans un accident d'avion quelques mois après s'être retiré de la compétition. Tony Braze et plusieurs membres de l'équipe trouvèrent également la mort. C'est en 1976 qu'a éclaté cette dramatique controverse entre Niki Lauda et James Hunt. James Hunt débuta merveilleusement l'année, à l'occasion du Grand Prix d'Espagne. Alors qu'il s'approchait sûrement du titre, Hunt fut disqualifié pour sa course, à cause du choix de ses pneus. James Hunt fit appel. Le seul problème était l'utilisation de pneus différents, un peu plus larges. La différence était minuscule. Moins de 2 cm? Ouais, c'est ça, c'était purement une histoire de soufflure. Dans le prix d'Angleterre, les Ferrari de Lauda et de Regazzoni se touchèrent dans le premier virage, déclenchant un véritable carambolage. Après un deuxième départ, Hunt gagna la course devant Lauda. Mais Ferrari protesta contre le second départ illégal à cause des pneus non conformes de James Hunt et porta l'affaire en jugement. Il n'y avait pas de motif de procédure qui pouvait dire que j'allais être disqualifié. Je pense que McLaren et Teddy Meyer ne préparèrent aucune défense pour le jugement à Paris en septembre. Je pense qu'il a fait une bonne course, mais les juges à Paris ont dit qu'il avait couru illégalement. Et pour cela, il fut disqualifié. Je crois qu'il devrait respecter le sport comme il est, même si les choses vont mal pour lui. Les choses ont tourné effroyablement mal pour Lauda, qui a failli perdre la vie dans le Prix d'Allemagne en 1976. Vous savez, quand j'étais à l'hôpital, je n'avais qu'un besoin, celui de dormir. J'étais très fatigué. J'essayais surtout de faire fonctionner mon cerveau et de comprendre ce qu'il me disait. Je voulais combattre de toutes mes forces pour que mon corps puisse se rétablir. Je voulais survivre et j'ai réussi. Incroyable Lauda, qui s'entraînait sur le circuit de Monza 6 semaines plus tard. Pendant ce temps, James Hunt disputait la même année le Grand Prix des États-Unis. À Fuji, dans le Grand Prix du Japon, Lauda avait encore 3 points de plus que James Hunt. Avec un départ retardé sous la pluie, Hunt prit tout de suite la tête. Après 2 tours, Lauda s'arrêta. Sa vie, disait-il, était plus précieuse qu'un Grand Prix. Hunt était toujours en tête dans cette dernière course de l'année. Niki regardait son titre s'envoler, de loin. Au stand, Hunt changea de pneus.
Il lui fallait une 3e place pour gagner le titre. Les signaux du stand étaient inconsistants. D'abord, le tableau du tour semblait correct. Mais à 3 tours de la fin, il montrait un fouillis de signaux et soudain, je voyais 4e, ce qui était impossible, puisque j'avais passé quelqu'un pour finir 3e. Bon, de toute façon, je n'étais pas préparé à croire McLaren et son tableau du tour. C'était la panique. J'avais déjà eu trop de désagréments cette année avec cette course et ma disqualification. Pas de désagrément cette fois-ci, Hunt termine 3e et obtient le titre de champion du monde. Un seul point le sépare de Niki Lauda. Lauda qui remporte le championnat l'année suivante, toujours pour Ferrari. En 1978, l'Américain Andretti prend le titre et Lauda la 4e place. Cette année fut endeuillée par la mort de Ronnie Peterson sur le circuit de Monza. Les premières turbos gagnent à Dijon en 1979. Mais là, on se bat pour la 2e place. René Arnoux se bat pour la 2e place. Mais le Canadien Villeneuve ne laisse pas sa place. Arnoux est à l'intérieur de la piste et il est passé. Renault est maintenant premier et 2e dans ce Grand Prix français. Et la foule ici est en plein délire. Hurle pour encourager les 2 Renault Turbo. Maintenant, ils attaquent le dernier tour. Et Arnoux est second. Villeneuve a débordé Arnoux à l'intérieur de la piste et passe le Français. Villeneuve stood on everything, locked up his tires, got the line, and he's back into second position on the last lap. Villeneuve est de nouveau en 2e position dans le dernier tour. Et Arnoux ne doit pas aimer ça. Il va certainement essayer de reprendre sa place. Arnoux tente de passer, mais Villeneuve l'enferme dans ce virage. Arnoux reste à l'intérieur et il passe Villeneuve dans la ligne droite. Ils étaient roue dans ce virage. Villeneuve et Arnoux se touchent dangereusement. C'est le plus dur combat de la fin entre la Ferrari du Canadien et la Renault Turbo du Français. C'est une très belle course à laquelle nous assistons. Villeneuve a passé Arnoux. Nous sommes au 80e tour et demi. Et ça va très vite aussi sur ce circuit. Les vitesses atteignent 240 km/h et dans quelques secondes, c'est l'arrivée. Pour Jabouille, c'est fini. Il termine la course. Premier à bord de sa première Renault Turbo, Villeneuve est 2e, Arnoux prend la 3e place. En Hollande, alors qu'il menait la course, Villeneuve perdit une roue de sa Ferrari. Villeneuve a perdu la course en faisant un tête-à-queue. Et c'est Alan Jones qui passe miraculeusement pour franchir la ligne d'arrivée. Fantastique! Ainsi se termine la légende d'un coureur mondialement apprécié, nommé Villeneuve. J'avais les meilleures relations avec lui. Il voulait gagner chaque tour sans relâche. C'était sa façon d'impressionner les autres coureurs. Il était très rapide, mais au stade où il se trouvait, pas très bon gagneur. Ce fut Scheckter qui eut le titre cette année-là. En 1980, pas de voitures italiennes sur les circuits. Dans ce Grand Prix du Canada, Alan Jones court sur Williams et Nelson Piquet sur Brabham. Au départ, nous avons tous sauté sur le premier virage. Et il y a eu un accrochage. Nelson est sorti de la piste et sa voiture était très endommagée. Ça y est, le départ est donné et Piquet passe devant Pironi et Jones a surgi devant Piquet. Et c'est l'accrochage de plusieurs voitures. Piquet est sorti. Dans le premier départ, Alan Jones m'a poussé contre le mur. J'ai dû changer de voiture, mais au deuxième départ, mon moteur a explosé au bout du troisième tour. J'ai loupé mon titre à cause de cette course. Alan Jones l'emporta devant Nelson Piquet, Reutemann, Laffite et Pironi.
Vous savez, pour moi, le Grand Prix d'Espagne à Jarama est l'une des courses les plus angoissantes que je n'ai jamais vues. Villeneuve avait une voiture qu'il faisait zigzaguer habilement, comme un simple jouet. C'était effroyable. Il avait une puissance turbo V6. Et il savait qu'il devait effectuer un départ sans faute. C'était fantastique. Placé en 4e ligne, il était 3e au premier virage. Au second tour, il était 2e derrière Alan Jones, qui a mené la course pendant 17 tours avant de sortir de la piste, laissant Villeneuve seul en tête. Mais à partir de ce moment, Villeneuve n'a plus quitté le bord de la piste. Dans les virages, en s'y accrochant comme à une mine d'or, ne laissant personne le passer et sachant très bien passer dans les lignes droites. Ensuite, il était impossible à quiconque de tenter quoi que ce soit. Il n'était vraiment pas possible de le déloger de la première place. Et personne ne savait qui allait être le premier. C'était des moments pleins de suspense et c'était vraiment à vous couper le souffle. À Silverstone, cette année-là, l'Anglais John Watson réussissait à se faufiler à travers plusieurs voitures accidentées pour remporter chez lui une victoire pleine d'émotions. Je n'ai jamais ressenti une pareille émotion. Je n'avais jamais vu ça dans une course en Angleterre. Le public franchissait les barrières, ils étaient presque sur la piste. Et ils me congratulaient. Ils venaient tous au bord de la piste et me faisaient des signes de la main. Je sentais des frissons me parcourir tout le corps. Ils m'applaudissaient tous et je ne pouvais pas réellement comprendre pourquoi. Je ne savais pas ce que le fait de gagner une course dans son pays signifiait. Et c'était ça, ce jour-là, que cette foule attendait. Ils l'ont eu avec moi. Je crois que je ne pourrai jamais oublier ces moments d'émotion intense. Le titre échoua à Nelson Piquet, suivi d'un point par Carlos Reutemann. Le Grand Prix de San Marino 1982 allait devenir célèbre. Villeneuve vient de faire une faute et Pironi en profite pour passer en tête. Sur ce coup-là, on l'a vu, Villeneuve a mordu le bord de la piste. Les deux pilotes vont sans aucun doute se passer le relais jusqu'à l'assaut final. Villeneuve va tenter le passage, il est à l'intérieur, ils sont tous les deux côte à côte. Et regardez juste devant l'ATS qui est sur le terrain de Pironi. Villeneuve va profiter de cette opportunité pour le passer à l'extérieur. Voilà, à son tour, Villeneuve est en tête. Ils sont vraiment comme des frères jumeaux sur ce circuit, roue dans roue. Villeneuve toujours en tête après cette série de virages. Nous sommes maintenant dans le dernier tour et Pironi attaque à l'intérieur, juste avant le virage, pour ne laisser aucune chance à Villeneuve de prendre la corde. Et il mène la course maintenant. Et si Pironi ne fait plus la moindre faute, ce qui pourrait lui coûter la course, face à un Villeneuve aussi décidé que lui dans les dernières secondes, il gagnera. Pironi gagna la course, par duplicité selon le terme de Villeneuve, qui 2 semaines plus tard trouvera la mort dans le Grand Prix de Belgique. La même année à Monaco, vers la fin de la course, Alain Prost fit un tête-à-queue et finit dans les barrières. Ce fut une victoire inattendue d'un pilote qui ne croyait pas à une telle aubaine. C'était inespéré et je me suis dit « Ok Ricardo, encore un tour et tu vas rouler doucement maintenant ». Malheureusement, je n'ai pas roulé assez lentement, j'ai mal contrôlé ma voiture, j'ai fait un tête-à-queue. J'ai pensé « Mon Dieu, c'est fini ». Et j'ai vu repasser Pironi, De Cesaris et même une Williams. Patrese est reparti très vite, sans espoir de rattraper Pironi. Et il y a là un pilote qui semble avoir un problème. Mais c'est Pironi! Mon Dieu, le 3e leader en 2 tours!
Il doit être à court d'essence. Pour Ferrari, c'était là le problème. Et il est sûrement en panne d'essence. Et ici, c'est la voiture de De Cesaris qui est stoppée aussi, alors qu'il aurait dû prendre la tête. Ricardo Patrese peut encore gagner ce Grand Prix de Monaco. Patrese gagne la course et c'est Keke Rosberg sur Williams qui remporta le titre. Nelson Piquet obtint son deuxième titre mondial devant Alain Prost dans la dernière course de l'année 1983. L'année suivante, Alain Prost et Niki Lauda font partie de l'écurie McLaren. Pour gagner son prix, Alain Prost doit remporter le prix du Portugal. Alain Prost vient de déborder sur sa droite. Il va tenter de passer à l'intérieur de la piste et voilà! Alain Prost prend la tête et il va rapidement prendre ses distances. Pour le titre, Lauda a absolument besoin d'une deuxième place. Après un départ prudent en pole position, la McLaren numéro 8 était 5e au 28e tour, poursuivant Keke Rosberg. Et Lauda passe la Williams et se retrouve en 4e position. 33e tour maintenant, Niki Lauda est juste derrière Alain Prost. Et il est à l'intérieur. Il passe Prost dans la fin de ce 33e tour. Niki retrouve sa très grande forme dans ce prix du Portugal. Malheureusement pour Mansell, ses freins ayant lâché, il laisse Lauda à cette deuxième place dont il avait besoin. Cette dernière course fut la plus difficile de toutes pour moi. Cette bagarre pour finir deuxième derrière Prost, puis pour le battre ensuite d'un demi-point, sûr, je m'en rappellerai. Non, je ne suis pas déçu. Vous savez, c'était une belle saison pour moi. L'ambiance et l'équipe étaient sympas et j'ai vraiment eu du plaisir à courir avec Niki. L'année suivante, au Portugal, dans des conditions épouvantables, les ennuis mécaniques clouèrent les voitures sur place. C'est Ayrton Senna, sur Lotus, qui, dans une ambiance pareille à celle de Monte-Carlo, gagna son premier Grand Prix. Pas de chance pour Alain Prost, qui se met à tourner très dangereusement sur ce circuit pluvieux. Il est heureusement arrêté par les barrières. Maintenant, Senna peut penser à une victoire en Angleterre. J'ai couru sur des circuits anglais avant la Formule 1 et j'ai appris beaucoup avec la pluie. Mais pas de pluie dans ce prix de Brands Hatch, ni d'autres problèmes pour Nigel Mansell. Lutte très serrée pour Ayrton Senna, qui vient de se faire passer par la Williams de Nigel Mansell. L'Anglais est loin devant et il franchit la ligne d'arrivée devant le Brésilien Senna. He comes out of clearways and takes the checkered flag, and Nigel Mansell has won. Alain Prost, avec sa 4e place, réussit à remporter un presque insaisissable titre, son premier. En 1986, dans le Grand Prix d'Espagne, à Jarama, Mansell en voulait toujours plus. Mansell, toujours derrière Nelson Piquet. Ils mènent tous les deux la course depuis très longtemps. Et c'est l'arrivée dans quelques secondes. On passe la deuxième pour le dernier tournant. Mansell se rapproche de plus en plus de Piquet. Ils se jettent ensemble sur la ligne d'arrivée. Mais c'est Piquet qui la passe en premier. Le mercredi et le samedi, la ligne de départ et d'arrivée était là. Et pour la présente course, si vous vous en souvenez, ils l'ont reculé de 30 mètres, pour différentes raisons. Mais ils n'ont rien dit aux pilotes. Je veux dire que lorsque nous étions dans la course, dimanche, et qu'après le dernier tournant, j'ai foncé, eh bien j'y étais. Environ 6 mètres après la ligne, là où était le drapeau. J'étais devant et je pensais que j'avais gagné. Si Mansell se sentait vaincu, un incident plus grave l'attendait dans le Grand Prix d'Australie, à Foster. Alors qu'il suivait Keke Rosberg et Nelson Piquet, il savait que la 3e place le consacrerait champion du monde. Dans le tour qui a précédé mon problème, Keke qui menait la course, et c'était sa dernière, rappelez-vous, si Keke avait pu gagner, j'aurais eu aussi mon titre. Et il avait un problème de pneu, mais Keke pensait que son moteur avait explosé, alors que c'était bien un pneu.
On nous avait dit que Goodyear avait examiné aussi les pneus des autres pilotes et qu'il n'y avait aucun problème, qu'on pouvait y aller, qu'il ne restait plus qu'une vingtaine de tours à faire. Et naturellement, dans la grande ligne droite, je me souviens avoir voulu passer Philippe Alliot pour venir derrière Prost. C'est alors que mon pneu a éclaté dans toutes les directions. Je n'avais vraiment pas besoin de ça. Regardez! Regardez ça, c'est la voiture de Nigel Mansell. Son pneu arrière a éclaté et sa voiture est secouée dans tous les sens. Et il a un sang-froid extraordinaire, Mansell. Il réussit à la maîtriser et à la conduire hors piste. Ça va bien sûr changer le résultat du championnat. C'est Alain Prost, tout surpris, qui ramasse un titre auquel il ne croyait plus, avec une saison largement dominée par Williams. La victoire la plus dramatique de Mansell survint à Silverstone, l'année suivante. Après un arrêt imprévu au stand mais nécessaire, Mansell se retrouvait équipé de pneus neufs à la poursuite de son coéquipier Nelson Piquet, mais loin derrière. Dans les 19 derniers tours, nous avons battu 11 fois le record du tour. Et nous pouvons dire qu'il n'y avait pas beaucoup de place entre nous deux dans les lignes droites. C'était une victoire sensationnelle. C'était quelque chose d'inouï. Et puis pour moi, le moteur explosa. Pour tout dire, j'avais fait fondre les pistons et le turbo. Ouais. Je pilotais une turbo et j'avais mis plein gaz pendant les 6 derniers tours. De plus, j'étais à court d'essence dans le dernier tour. Vous savez, c'était l'année où nous avions la restriction d'essence. J'étais donc sans essence dans le dernier tour en pensant que c'était le Grand Prix. Le monde entier nous regardait, et l'enfer aussi en ce qui me concernait. C'était fini pour moi. Fini aussi pour Jackie Stewart avec sa longue liste de victoires quand la même année au Portugal, c'est Alain Prost qui remporta le Grand Prix et dont c'était la 28e victoire de sa carrière. Mansell gagna 2 fois plus de courses que Nelson Piquet qui prit son titre de champion pour l'année 1987. En 1988, Ayrton Senna prit d'énormes risques pour passer la Williams de Jean-Louis Schlesser en mordant sur les chicanes. Sans cet incident, McLaren Honda aurait été invaincu en 1988. Controverse au Japon où une autre affaire McLaren éclata entre Senna et Prost. Quand le Brésilien loupa son départ en pole position, il se retrouva loin derrière, mais cependant ce fut le jour de Senna. C'était une course terrible. J'ai loupé mon départ en pole position et je me suis retrouvé au moins 16e au premier virage. Je devais rattraper toutes ces voitures et Alain Prost aussi, qui menait la course depuis le début. Ce fut très éprouvant pour moi pour arriver au résultat que je voulais. Senna est en train de passer Prost. Voilà, Senna est en tête maintenant. Et ce qui devait arriver arriva. Prost est ralenti maintenant par les voitures de queue et il est très en colère. Pour moi, c'est un très beau résultat. Un pilote ne peut rêver mieux pour gagner un championnat. De même, au Japon en 1989, les 2 pilotes de McLaren devinrent ennemis déclarés. Ayrton Senna devait absolument gagner cette course pour décrocher le titre. Et Senna encore et toujours. Mais la Fédération internationale disqualifia Ayrton Senna pour entrave au bon déroulement de la course et Prost obtint le titre, ce qui jeta de l'huile sur le feu de la plus grande controverse que le sport automobile ait jamais connue. Ce championnat s'est terminé un peu tristement. Je voulais gagner le titre comme cela s'était passé en 88 au Japon. Malheureusement, c'était tout autre. Le championnat pour l'année 1990 était très dur. Il y a eu différentes situations auxquelles les pilotes devaient faire face avec des voitures différentes aussi, sur des circuits différents. Et puis, le circuit du Japon en a été un exemple marquant. Prost a pris un bon départ. Senna est juste derrière. Prost prend l'avantage. Senna prend l'intérieur de la piste en la débordant même. Et c'est l'accrochage. Dès le premier virage. Et les 2 pilotes vont mordre la poussière ensemble. Ils sont hors course, dans les premières secondes du départ.
C'est incroyable, c'était presque prévisible. Je pense que si dans un accident de ce genre, il y a des témoignages qui divergent ou qui disent n'importe quoi, alors là, c'est fini. C'est pourquoi je n'aime pas ça. Cette saison était vraiment une saison très controversée. En Australie, ils savent comment préparer les Grands Prix. Et aussi comment en préparer un spécial. Pour le 500e Grand Prix d'Australie, c'est parti. Regardez ça. C'est vraiment un départ dans la folie. Nigel Mansell est en deuxième position. Oui, c'est un petit problème pour Mansell, qui a sûrement loupé sa vitesse. La Ferrari s'échappe et Nelson Piquet est juste devant Prost. Nelson Piquet s'aligne sur Berger et le passe à l'intérieur. Ici, à bord de la Ferrari de Prost qui passe la Williams. Incroyable! Senna perd le contrôle de sa McLaren et c'est terminé pour lui dans ce 500e Grand Prix d'Australie. La Formule 1, pour moi, c'est de l'excitation. D'une façon évidente, pour moi, il y avait des hauts, mais il y avait aussi des bas. Pour moi, la Formule 1 est un merveilleux outil de travail qui m'a procuré beaucoup de plaisir. La Formule 1 m'a apporté tout ce que je désirais dans la vie. Maintenant, j'aime beaucoup les Grands Prix et j'ai vraiment appris à les apprécier. Dans la Formule 1, il faut courir avec son cœur et son âme. La chose primordiale, c'est le cœur. Oui, mon rêve d'enfant était de devenir comme mon père. Je désirais devenir un pilote de Grand Prix et ce rêve est devenu réalité. Ce que j'ai fait, je l'ai vraiment bien fait, mais j'aurais aimé le réaliser bien avant. La Formule 1 est un sport fantastique et fascinant. J'ai connu beaucoup de moments magiques. J'ai voyagé dans 18 pays et j'ai eu une vie meilleure que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Oui, la Formule 1 allie les difficultés et les frustrations. Et aussi les bons sentiments, les choses positives viennent en premier lieu. J'aimerais continuer à courir non seulement avec le cœur, mais aussi avec mon âme. I'll be racing not only with my heart, but with my mind and my soul.